Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire du CRISE intitulé La prévention du suicide à l'ère numérique. Les jeunes peuvent-ils vraiment trouver de l'aide en ligne? Alors, merci d'être ici ce midi pour ce webinaire. Je me présente, Jessica Rassi. Je suis professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke en sciences infirmières. Je vous présente aujourd'hui les résultats de mon étude doctorale ainsi que les données probantes sur les recommandations pour la pratique, sur tout ce qui est en lien avec la communication en ligne et l'éthique. Donc, je vous partage à l'instant le PowerPoint. Petite précision aussi, à la fin du webinaire, il y aura une période de questions qui est prévue. Si jamais, je sais qu'il y en a qui sont sur l'horaire du dîner, si jamais il y en a qui ont des questions qui ne pourront être adressées pendant le webinaire, je vous invite à m'écrire à mon adresse courriel. Là, il va me faire plaisir de répondre. Aussi, pendant le webinaire, il y a une section poll qui va apparaître. J'ai des questions pour vous pour rendre ça un peu plus interactif. Donc, ne soyez pas surpris, là, vous pouvez répondre, ça va me donner votre réponse. Pour les questions, vous allez aussi pouvoir utiliser la section chat et mon collègue, M. Luc Dargis, va pouvoir me partager vos questions à la fin du webinaire. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ma présentation, je vais d'abord vous présenter certains concepts clés. Ensuite, on va regarder l'ampleur du phénomène à l'étude, le but, la méthode et surtout les résultats qui en sortent pour vous transmettre des recommandations pour la pratique. Deux concepts clés qui sont importants à retenir pour la présentation. D'abord, la recherche d'aide. La recherche d'aide, ce sont les efforts effectués pour obtenir une meilleure compréhension, des conseils, de l'information, un traitement ou du soutien concernant un problème identifié, qu'il soit d'ordre émotionnel ou comportemental. Les technologies de l'information et des communications, les TIC, alors je vais vraiment utiliser le terme TIC pour que ce soit moins long. Je ne vous lirai pas toute la définition, mais je voulais juste avoir une définition qui englobe tous les TIC possibles, pas seulement les nouvelles technologies. La problématique, bien, au niveau mondial, on a environ 800 000 suicides par année, ce qui représente un suicide par 40 secondes. Je ne veux même pas imaginer, d'ici la fin de la présentation, ça représente combien. Un suicide, c'est un suicide de trop, c'est une mort qui est évitable et on doit se mettre ensemble et développer davantage de stratégies de prévention du suicide et mettre en application ce qu'on a déjà. Au Québec, on a encore 3 suicides par jour selon les données de l'INSPQ. On a plus de suicides complétés chez les hommes que chez les femmes. Il va de même pour les jeunes. Donc, chez les jeunes, selon les dernières données 2016, de 10 à 14 ans, on avait 7 suicides et 15 à 19 ans, on avait 31 suicides. On a encore plus de suicides, de décès par suicide chez les garçons, plus de tentatives chez les filles et aussi beaucoup plus de jeunes filles qui sont dans nos services que de garçons. Chez les adolescents québécois, le suicide demeure la deuxième cause de décès suivant les accidents de la route. Et si on regarde un peu la prévalence des idées suicidaires et du risque suicidaire à l'adolescence, je vous montre ici un schéma pour vous démontrer pourquoi j'ai mon intérêt pour cette clientèle-là et pourquoi je trouve que l'adolescence est un moment critique pour intervenir. Alors, si vous pouvez voir à l'écran, vers l'âge de 12-13 ans, on commence à avoir une augmentation là, de l'apparition des premières idées suicidaires. Donc, ça, c'est l'âge d'apparition des premières idées suicidaires. Et ça va en augmentant jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Donc, on voit vraiment que l'âge de 13 à 17 ans est un âge critique. Et ces résultats qui proviennent d'une étude de Nock et al., soit des chercheurs de Harvard, toujours selon la même étude, on peut voir que dans la première année suivant l'apparition des premières idées suicidaires, les probabilités que ces idées-là se transforment en plans, donc les points remplis en noir, là, sont de plus de 20%. Et chez les jeunes qui ont transformé leurs idées suicidaires en plans, qui ont un plan bien précis, les probabilités que ce plan se transforme en tentative sont de plus de 50%. Donc, plus de 1 sur 2 jeunes qui a un plan suivant l'apparition d'idées suicidaires dans la première année là, est à risque de passer à l'acte.
tout ça pour dire le risque est quand même élevé et c'est un âge critique là, pour faire de la prévention du suicide. Quand on parle de prévention du suicide, un des éléments clés, c'est la recherche d'aide. Et on connaît quand même beaucoup sur la recherche d'aide qu'on peut nommer conventionnelle, mais la recherche d'aide en ligne, elle, c'est un peu nouveau et on en sait de plus en plus. On sait par contre qu'il y a une augmentation de l'utilisation des TIC par les adolescents. Je pense que ça ne vous surprend pas quand je vous dis que les adolescents sont tous sur les TIC. D'ailleurs, s'il y en a qui ne sont pas sur les TIC, je pense que ceux-là mériteraient qu'on s'y penche davantage. On sait aussi qu'il y a une augmentation des comportements de recherche d'aide par les TIC, surtout en ce qui a trait à la santé mentale. D'ailleurs, plus les adolescents ont un risque suicidaire qui est élevé, plus ils ont moins ont tendance à chercher de l'aide en personne et plus ils se tournent vers les TIC. Mais quels sont les avantages d'une bonne recherche d'aide en ligne ou par les TIC? Il y a plusieurs écrits qui ont documenté comment on peut bénéficier d'une bonne recherche d'aide en ligne. D'abord, ça peut nous amener à une augmentation de la compréhension du problème. En cherchant de l'aide en ligne, on peut avoir plus d'informations sur notre problème, on peut mieux comprendre ce qu'on vit, qui peut nous amener aussi vers des ressources d'aide. Souvent, entre autres, si on utilise Google pour la recherche d'informations, souvent les ressources d'aide formelles pop au départ et on va en identifier déjà certaines. Entre autres, en lien avec le suicide, on va avoir la QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide, qui risque de ressortir. En comprenant un peu plus notre problème, en connaissant certaines ressources, mais ça donne un sentiment de compétence, comme quoi, je peux peut-être m'en sortir, il y a peut-être de l'aide, alors les personnes sont plus portées à aller chercher de l'aide professionnelle et peut-être commencer un traitement. Certains traitements existent en ligne, c'est encore tout nouveau ici au Québec, cet aspect-là, mais ailleurs, ça existe. Et bien sûr, commencer un traitement si c'est nécessaire, parce que dans certains cas, ce n'est pas nécessaire. Alors, sachant tout ça, on sait aussi qu'actuellement au Québec, là, selon un portrait qui a été publié par l'équipe de Bazinet et Al en 2018, il existe très peu de TIC qui sont utilisés en prévention du suicide. Vous pouvez voir ici, majoritairement, c'est des sites Internet, la formation en ligne et le courriel. Je peux vous rassurer qu'actuellement, il y a beaucoup, et je salue toutes les belles initiatives qui se font. Je pense qu'on va être gâtés un peu dans les prochaines années là, à voir les nouvelles technologies qui se développent, entre autres la stratégie numérique de la QPS. Mais au moment où est-ce que moi j'ai effectué l'étude, on était un peu comme maintenant là, au tout début là, des TIC utilisés en prévention du suicide. Donc, qu'est-ce qui restait à savoir à ce moment-là? C'est quelle utilisation des TIC font les adolescents québécois ayant des idées suicidaires? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes-là? Comment qu'on peut les aider dans leur recherche d'aide par les TIC? Et la recherche d'aide par les TIC reflète-t-elle vraiment la recherche d'aide conventionnelle? Est-ce qu'elle est efficace? Ce qui nous amène au but de l'étude qui a été réalisée, qui était de comprendre tout le processus de recherche d'aide par les TIC chez des adolescents ayant un risque suicidaire. Et pour ceux qui sont familiers un peu plus avec la recherche, je n'irai pas énormément en détail, mais qui dit processus, on parle souvent de théorisation ancrée, c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai utilisé la méthode de la théorisation ancrée de Strauss et Corbin, qui est une approche qualitative inductive. Ce que ça veut dire, c'est qu'on parle vraiment de l'expérience des jeunes. J'ai fait des entrevues semi-structurées avec les jeunes à risque de suicide qui utilisent les TIC pour chercher de l'aide. Et pendant mes entrevues, j'ai même eu la chance d'avoir une démonstration active avec eux de recherche d'aide. Je vous explique plus en détail à quoi ça ressemblait quand je rencontrais les jeunes. C'est moi qui ai rencontré tous les jeunes de l'étude. D'abord, je leur demandais leur consentement. Donc, ils étaient tous volontaires pour participer à l'étude. Ils ont rempli un questionnaire socio-démographique. Et j'avais un guide d'entrevue où je leur posais des questions comme « Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce que la recherche d'aide pour toi? » Qui ou qu'est-ce qui a été le plus aidant dans tes démarches de recherche d'aide? Et bien sûr, on fait toujours le parallèle avec les TIC. Et je leur ai présenté une vignette qui est tirée, c'est une version traduite et adaptée du General Help Seeking Questionnaire. Et la vignette, c'était à propos d'un jeune qui avait des idées suicidaires,
qui avaient un plan et je leur demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation, une situation semblable à ce jeune, ou est-ce que ferais-tu si tu te retrouverais dans cette situation-là? Et on faisait encore le lien avec l'éthique pour savoir comment il s'y prendrait pour chercher de l'aide. J'ai une question, oui. Pourrais-tu rappeler qu'est-ce que c'est l'éthique? Ah oui, pour ceux qui sont peut-être arrivés un peu plus tard, les TIC, c'est les technologies d'information et de la communication. Donc, c'est vraiment toutes les technologies possibles. Là. Ça peut être téléphone cellulaire, Internet, réseaux sociaux, vraiment toutes les technologies possibles. C'est très englobant comme terme. Alors, oui, pour la vignette. Donc, je leur présentais une vignette et je leur demandais s'ils se retrouvaient dans la même situation, qu'est-ce qu'ils feraient? Et là, j'avais un laptop, j'avais un cellulaire et je leur demandais de me le montrer. Donc, comment tu t'y prendrais? Et la majorité se sont tournés vers mon laptop et ont dit, ben moi, j'irai sur Internet. J'ai capturé le tout à partir du logiciel Screencast-O-Matic qui me permet de voir vraiment qu'est-ce qu'il faisait, de l'enregistrer pour des fins d'analyse par la suite. Et j'utilisais ce qu'on appelle la méthode de pensée à voix haute, où est-ce que je les questionnais sur leur moindre mouvement. Donc, au départ, ils me trouvaient bien fatigante. Je leur disais, pourquoi tu cliques sur ça? Qu'est-ce qui t'a amené vers tel lien? Qu'est-ce qui t'a attiré vers tel site web plutôt qu'un autre? Je voulais vraiment tout comprendre leur processus derrière les choix qu'ils faisaient dans leur recherche d'aide par l'éthique. Et éventuellement, ils disaient par eux-mêmes, ils m'accompagnaient dans leur recherche. Ça se pouvait aussi qu'ils décident d'utiliser mon cellulaire. J'avais un cellulaire. Ils disaient, ben moi, je texterais un ami. Alors, si c'était le cas, je leur demandais de me simuler qu'est-ce qu'ils écriraient à leur ami, qu'est-ce qu'ils pensent que l'ami répondrait, et on allait comme ça, ainsi de suite. Ensuite, la rencontre terminait où est-ce qu'on complétait le General Help Seeking Questionnaire. Au départ, il y avait juste la vignette, je cachais le reste, puis à la fin, je sortais le reste du questionnaire qui sont des différentes sources formelles et informelles qui incluent l'éthique pour voir quelles sont les probabilités que vous utilisez une de ces sources-là. Ça me permettait d'ouvrir sur d'autres tics qui n'avaient peut-être pas mentionné. Et tout ça, ça nous amène au résultat, la partie intéressante. Donc, qu'est-ce que ça m'a donné, toutes ces belles entrevues-là? Donc, à travers les analyses, d'abord, j'ai eu 15 participants à l'étude. Ça a été atteint par saturation théorique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la recherche qualitative, il s'agit du moment où aucune nouvelle donnée ne vient modifier les résultats, la théorie et tout le processus. Il y avait des jeunes qui étaient hospitalisés et il y en a qui étaient en suivi en externe. Vous pouvez voir un peu la répartition des jeunes. J'avais plus de filles que de garçons qui reflètent les données probantes et la réalité, qu'il y a plus de jeunes filles dans les services que de garçons. J'avais aussi une personne transgenre qui reflète aussi une autre réalité que les personnes transgenres ont un risque suicidaire plus élevé. Mon premier objectif, qui était de décrire l'utilisation des TIC par des adolescents à risque de suicide pour rechercher de l'aide, ça m'a permis, avant d'aller plus loin, comment les jeunes définissent la recherche d'aide. Alors ça, c'est pour moi, comme je vous l'ai défini un peu au départ dans ma tête, j'avais ma définition de recherche d'aide, mais les jeunes avaient peut-être une autre définition. On va commencer avec notre premier vrai ou faux. Donc, je vous invite vous allez voir, là, ça va popper à l'écran la question. Le premier, vrai ou faux, est lorsque les jeunes cherchent de l'aide en ligne, ils souhaitent uniquement trouver des moyens pour atténuer leur souffrance et diminuer leur risque suicidaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et la grande majorité a dit, ça roule encore, a dit faux à 90 et j'ai un 10 à peu près de vrai. La réponse est faux, effectivement. Donc, pour mieux répondre à cette question, je vous partage un premier vidéo qui est une capture d'écran d'un jeune qui a, comme je vous ai dit, là, j'ai utilisé Screencast-O-Matic pour enregistrer ce qu'il faisait lorsqu'il cherchait de l'aide. Et la consigne était vraiment comment tu t'y prendrais pour chercher de l'aide en lien avec le suicide. Donc, alors, on va regarder ça ensemble. Je vais vous accompagner dans le visionnement.
Vous n'allez pas voir de jeune, évidemment. Donc, le jeune a choisi Google, a écrit suicide avec une erreur qu'il a corrigée. Ensuite, a écrit suicide truc, a cliqué sur comment se suicider sans souffrir. Est arrivé sur le journal des femmes, a regardé un peu en haut, en bas, dit ah non, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Je vais retourner en arrière. Je vais changer mon mot-clé. A changé le mot-clé pour moyen pour me suicider. Comment se suicider, ma méthode originale et incroyable. En lisant ça, le jeune me dit ah, mais ça a l'air d'une technique de marketing pour un livre. Ça m'intéresse pas vraiment. Il dit ah, peut-être que c'est la façon que je l'écris. Alors, je vais changer ça pour truc pour arrêter mes pensées suicidaires. Et ça l'a amené à un WikiHow sur comment lutter contre ces idées suicidaires. Et la vidéo arrête là. C'est pour vous donner un exemple, là, l'exemple que justement, la recherche d'aide pour les jeunes, c'était pas nécessairement de la recherche d'aide pour les aider à atténuer leur souffrance ou à diminuer les risques, leurs idées suicidaires, mais ça pouvait être aussi de la recherche d'aide à mourir. Parfois, dans une même séance de recherche d'aide, on peut voir une certaine ambivalence entre des ressources pro-suicide et des ressources qui vont l'aider à vraiment s'en sortir. Donc, c'était assez fréquent. On peut voir ici les mots-clés qui étaient utilisés par les adolescents en études. Vous avez pu en voir dans la vidéo. Ici, il y en a d'autres. Exemple, How to help myself with my depression, si tu te suiciderais, Santé Canada, troubles de l'humeur, jeunesse, j'écoute. Donc, ça, c'est les mots qu'ils ont mis majoritairement dans Google. Pourquoi l'anglais? Parce qu'il y en a qui se demandent peut-être si l'entrevue était bilingue. Non, non, c'était bien en français. Les jeunes disent qu'ils ont plus de résultats quand ils tapent en anglais que s'ils tapent en français. Et qu'est-ce qui est inquiétant que je viens d'ajouter maintenant, là, c'est vraiment tous les termes à connotation plus négative, dont How to kill yourself fast this way, mon chum m'a laissé, j'ai envie de suicide, suicide truc, dose mortelle aussi d'un médicament X. D'ailleurs, le médicament, c'est un médicament qu'une jeune avait en sa possession. Donc, c'est des mots-clés qui sont beaucoup plus inquiétants là, que les autres. Alors, on voit un peu comment ils s'y prennent à travers leurs mots-clés. Maintenant, quels sont les tics qui sont utilisés par ces jeunes-là? On n'a pas de surprise que les sites Internet étaient les plus populaires. Ça reflète un peu le portrait de l'équipe de Bazinet et Al que je vous ai présenté au départ. Les sites Internet d'information et de ressources leur permettaient d'obtenir des informations supplémentaires, d'améliorer leur compréhension et de connaître les solutions possibles à leurs problèmes. Je vais vous présenter maintenant des verbatims que je n'ai pas dénaturés. C'est vraiment les propos des jeunes qui restent confidentiels quand même là, dans la façon que je vous les présente. À la fin, vous pouvez voir exemple P2, F16. P, c'est pour participant. 2, c'est le chiffre du participant. Mais le F16, ça peut vous donner un indicateur fille 16 ans pour avoir une idée là, de la personne qui dit ce verbatim-là. Donc, en lien avec les sites d'information et de ressources, il y en a une jeune qui disait « Moi, j'aime beaucoup ça, aller sur les sites Internet pour me renseigner ou pour voir. » Fait que c'est pour ça que j'utilise beaucoup ça. Là. Je vais lire, puis ça m'aide. Alors, de lire, ça l'aidait à mieux comprendre. Il y a une autre jeune qui disait « Je vais utiliser des choses qui me parlent vraiment dans ces sites-là, comme aller au forum et tout ça. » Il y a aussi parfois des quiz pour savoir peut-être que tu as ça. Si tu as des points vraiment hauts, c'est pas confirmation à 100%, mais c'est plus une sorte d'avertissement que tu devrais aller au docteur pour en savoir plus. D'ailleurs, cette jeune-là mentionnait qu'elle faisait ses quiz régulièrement, puis elle comparait ses résultats d'une fois à l'autre pour voir, ah, mais peut-être que là, ça serait le temps que j'aille voir un médecin ou mon médecin ou que j'en parle à mon psychologue lors de notre dernière rencontre, de notre prochaine, rencontre. C'est sûr que les jeunes que j'avais, il y en a beaucoup la majorité étaient suivis il y en a qui étaient hospitalisés, mais il y en a qui étaient suivis à l'externe, donc avaient accès à un médecin ou un psychologue ou une infirmière. Outils de communication,
il y avait le téléphone et le téléphone était très peu utilisé pour sa fonction initiale qui était d'appeler, mais c'était surtout par texto. Les jeunes mentionnaient que lorsqu'ils cherchaient de l'aide en lien avec des idées suicidaires, c'était surtout là, par texto. Il y en a une qui dit, si je peux pas les texter, je les appellerai pas. Il y a une autre jeune fille qui dit aussi, j'ai déjà appelé par téléphone à tel jeune. Ça, j'haïssais ça parce que je sentais que tout le monde pouvait m'entendre dans la maison. Fait que là, finalement, j'ai fini par faire des textos. Heureusement, tel jeune avait cette option-là de faire des textos. Sinon, peut-être que la jeune fille aurait abandonné ou se serait tournée vers une autre source. Les forums de communication. La première chose que je ferais, j'irais sur des forums. J'irais voir ce que les gens penseraient. Mais j'irais pas poster ma vie sur un forum. J'irais pas poser une question sur un forum. J'irais juste voir qu'est-ce que d'autres personnes ont demandé sur le forum et quelles étaient les réponses qu'ils ont eues. Alors, on voit ici qu'il y en a qui vont participer activement à des forums de communication, mais il y en a qui vont aussi aller voir qu'est-ce que les autres ont écrit, quelles réponses ils ont eues. Et ça, c'est particulièrement intéressant là, pour ceux qui ont des forums qui sont publics, de toujours garder un œil sur qu'est-ce qui est partagé sur ces forums-là parce que les autres jeunes peuvent aller les lire et s'en inspirent là, pour eux-mêmes. Ensuite, les réseaux sociaux. J'ai décidé ici de vous présenter Facebook, deux visions un peu différentes de Facebook et comment c'est utilisé par les jeunes. D'abord, dans le premier verbatim, c'est une jeune fille qui, elle, avait créé une page avec un groupe d'amis qui était pour et par les jeunes. Il n'y avait aucun intervenant professionnel de la santé sur cette page-là. Et elle me racontait, comme on peut voir ici, ben mettons, on faisait des statuts Facebook, fait que mettons des textes sur la dépression, puis tout. Puis, on pouvait exprimer aussi, genre, nos pensées, qu'on allait mal, puis tout. Puis, mettons que les gens, on leur disait qu'ils pouvaient venir nous parler s'il y avait quelque chose. Ils venaient nous parler à la page. Ils nous parlaient de leurs problèmes. On essayait de leur donner des trucs pour qu'ils se sentent mieux. Il y en a même qui étaient sur le bord de se suicider, puis tout, genre, en tout cas. C'est vraiment comment qu'elle me parlait. C'était comme un événement presque banal dans sa vie, qu'il y avait des gens qui étaient sur le bord de se suicider, puis qu'elle leur donnait des trucs, ce qui est assez inquiétant. Mais ça faisait partie de son quotidien. Et elle-même, je vous le rappelle, avait un risque suicidaire et avait un suivi pour ce risque suicidaire. D'un autre côté, on a une jeune qui avait une expérience un peu différente par rapport à Facebook. Elle m'a partagé, quand je suis sur Facebook puis je vois comme quelqu'un qui marque sur la page publique, « Ah, j'ai besoin d'aide, je vais pas bien. » Mais on s'en fout. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi personnellement, pas genre « la vie est plate, bonhomme pas content ». La personne ne va même pas vraiment le faire. C'est juste qu'il veut attirer l'attention. Alors là, on voit un peu sa perception des gens qui s'expriment sur Facebook, qui expriment leur souffrance. Pour elle, c'était vraiment tout pour attirer l'attention. Et enfin, le dernier tic qui est ressorti dans l'étude, les vidéos en ligne. Et quand je parle de vidéos, c'était surtout en lien avec YouTube quand j'ai rencontré les jeunes. D'ailleurs, je salue entre autres l'initiative de la QPS avec les vidéos qui ont circulé pendant la semaine de prévention du suicide. C'est une belle façon de rejoindre la population. Puis les jeunes, c'est quelque chose auquel ils vont jeter un coup d'œil. Et cette jeune fille disait, mais la seule chose que j'ai faite qui était un petit peu plus positive, il y a des vidéos, par exemple, sur YouTube qui dit comme « Qu'est-ce que ça ferait si tu partais? » Puis là, la réaction des gens. C'est sûr que ça m'a fait quelque chose parce que moi, ma famille, j'y tiens vraiment beaucoup. Puis cette jeune fille-là, il y a une vidéo qui l'avait particulièrement marquée, puis c'était à ce moment-là qu'elle disait qu'elle était allée chercher de l'aide. C'est quand elle a vu la réaction d'une famille qui lui rappelait sa propre famille, ses propres parents, et toute la souffrance qu'ils avaient face au décès de leur enfant par suicide. Donc, elle, ça l'a fait réaliser, je vais vraiment faire du mal à mes parents. Je pense que je devrais aller chercher de l'aide. Alors là, on a vu toutes les tics que les jeunes de l'étude utilisaient. On a vu un peu comment ils s'y prenaient avec les mots-clés. Mais pourquoi est-ce qu'ils utilisaient les tics? Pourquoi se pencher vers les tics plutôt qu'aller vers un professionnel de la santé ou vers des services à l'école, par exemple? Voici les principales raisons. D'abord, la facilité d'utilisation. Je pense que ça surprend personne. C'est très facile à utiliser, surtout avec Google. On peut poser n'importe quelle question. Ça corrige même les mots pour nous et on a une réponse assez rapide.
L'accessibilité, c'est accessible partout. Maintenant, surtout pour les jeunes qui n'ont même pas d'Internet ou de forfait Internet, il y a du Wi-Fi gratuit pas mal partout. L'anonymat, ça, c'est intéressant, l'aspect de l'anonymat, parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes. D'ailleurs, presque tous les jeunes de l'étude m'ont mentionné que c'est un aspect qui les intéresse, qui les attirait vers l'éthique. Ils pouvaient demeurer anonymes. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la majorité des jeunes ne sont pas restés anonymes. Donc, soit qu'ils se mettaient anonymes au départ et puis par la suite, ils se dévoilaient, ou soit que dès le départ, ils se dévoilaient ou utilisaient leur vrai nom. Donc, c'est quand même intéressant que ça les attire, mais qu'ils ne l'utilisent pas entièrement. Aucun jugement. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils ne se sentaient pas jugés. Plutôt que s'ils en parlent à quelqu'un, des fois avec la réaction non verbale, ils peuvent ressentir un jugement, alors que s'ils demandent à Google ou s'ils vont lire des forums ou s'ils communiquent avec quelqu'un via Internet, ils se sentent beaucoup moins jugés. Il y a l'immédiateté. S'ils ont des idées suicidaires en plein milieu de la nuit, puis ils ont leur téléphone à portée de main, ça va beaucoup plus vite, puis ils ont une réponse immédiate plutôt que de faire la ligne d'attente pour aller voir un professionnel de la santé ou de voir son médecin ou de voir son infirmière. Un soulagement rapide, pour eux, c'était une façon de soulager qui était rapide et qui était à portée de main, surtout quand ils trouvaient des stratégies en ligne ou quand il y avait de l'information en ligne ou de la distraction. Ce qui nous amène au deuxième et dernier objectif de l'étude, qui était de vraiment comprendre le processus de recherche d'aide des ados par l'éthique pour trouver des ressources en lien avec le suicide. Et ici, là, c'était vraiment de comprendre comment qu'ils s'y prennent là, pour chercher de l'aide. Ça nous amène à un deuxième vrai ou faux. Alors, vrai ou faux? Pour être efficace, la recherche d'aide en ligne aboutit toujours à de l'aide formelle. Alors, je viens de voir vos résultats et la majorité ont dit faux. Super, 2 sur 2. Alors, c'est effectivement faux. Ça n'aboutit pas toujours à de l'aide formelle et vous allez voir que il peut avoir différentes conséquences là, de cette recherche d'aide, certaines plus positives que l'autre. Et on regarde ça à l'instant. Donc, il y avait plusieurs étapes dans le processus de recherche d'aide des jeunes et j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui les stratégies principales de recherche d'aide par l'éthique des adolescents de l'étude. Il y avait quelque chose de commun à tous les jeunes que j'ai rencontrés, c'était qu'il y avait une certaine noyade d'émotions, une noyade émotive, et ils cherchaient vraiment à composer virtuellement avec cette noyade émotive-là. Donc, ils voulaient vraiment avoir une certaine bouée de sauvetage là, pour se sortir de cette noyade d'émotions. Et les différentes stratégies qu'ils utilisaient, il y en avait 4. Il y avait se distraire, s'informer, se dévoiler et aider les autres. Et comme vous pouvez voir maintenant, c'était loin d'être un processus linéaire. Alors, ça allait dans tous les sens, tous les côtés. Ils pouvaient décider d'aller s'informer, puis finalement, il y avait un pop-up à leur écran d'une vidéo et ça changeait complètement leur intention du départ. Et finalement, ils étaient distraits et tout ça, en soi, les atténuait leurs idées suicidaires. Alors que d'autres fois, ils allaient vers des ressources plus formelles, ils voulaient chercher de l'aide, mais ils voyaient des propos plus négatifs et là, ça les amenait plus vers des ressources pro-suicide. Donc, ça peut aller vraiment dans de nombreuses directions et ça, toujours dans la même séance. Et les différentes conséquences que ça pouvait engendrer sont une croissance émotive, l'obtention d'aide, le soulagement temporaire, aucun changement, et malheureusement, dans certains cas, l'exacerbation des idées suicidaires ou un passage à l'acte. Et là, on va regarder les 4 stratégies, c'est les mêmes. On va les regarder avec des exemples des jeunes. Donc, par exemple, se distraire. Il y avait un jeune garçon qui disait « Quand je me sens triste à propos de la vie, je vais sur ces sites parce que je trouve quelque chose d'autre à faire et ça va mieux. » Alors, lui, c'était vraiment pour se changer les idées. Ça lui permettait d'avoir moins d'idées suicidaires ou de prendre un peu de recul sur sa situation et se sentir mieux. J'en ai qui m'ont partagé des vidéos de toutes sortes, dont des vidéos de chats. Il y avait une jeune fille, elle, c'était des vidéos de chats qui l'aidaient à se distraire puis changer les idées. S'informer.
Alors, une jeune fille disait ici, quand je cherche de l'aide, je vais aller sur Internet pour, je sais pas, pour voir les expériences d'autres personnes, pour voir des exemples, pour voir des possibilités, n'importe quoi pour avoir plus d'informations. Alors ça, c'est un moyen pour elle de s'informer positivement, alors que pour d'autres, ça avait une connotation plus négative. Ben, j'ai trouvé plein de moyens de comment se suicider, le nombre de pilules que tu prends sur Internet. Puis est écrit, le nombre de pilules que tu prends, ben ça devrait te faire mourir dans le fond. Puis malheureusement, cette jeune fille-là avait fait la recherche en ligne et a vraiment, c'était des pilules qu'elle avait à la maison, une médication qu'elle avait dans sa pharmacie à la maison et les a pris par la suite et a été hospitalisée. Se dévoiler, j'ai décidé plutôt de m'exprimer en texte. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit des textes de comment je me sentais, pourquoi je vis ça. J'avais des questions aussi qui étaient incorporées dans ces textes-là que j'ai appliquées. J'ai mis ça sur des forums d'aide pour santé mentale. Alors là, on voit ici, c'était une façon de s'aider, c'est de se dévoiler, d'expliquer ce qu'elle vivait en espérant avoir un retour d'autres personnes pour s'en sortir. Dans un autre cas, à un moment donné, j'ai vraiment écrit sur Facebook, puis je voulais vraiment mourir. Puis là, elle, parlant de son amie, elle a appelé ma mère, puis elle est venue chez moi, puis ça a fini avec la police, puis tout. Et cette jeune fille-là a été hospitalisée suite à ça, donc elle était en train de faire une tentative, écrit à son amie via Facebook ce qu'elle était en train de faire. Son amie a eu heureusement le bon réflexe, a contacté sa mère, puis ça a terminé avec la police qui a dû intervenir, puis elle a été hospitalisée. Et aider les autres est revenu très, très souvent. C'est quelque chose de très fréquent chez les jeunes. Et cet exemple l'illustre bien. Tu sais, moi, si quelqu'un m'écrivait ça, ça me ferait rien dans le fond. Mais on dirait que l'écrire aux autres, ça m'aidait. Il y en a beaucoup qui disent, ben moi, je sais pas trop qu'est-ce qui va m'aider, mais moi, je sais comment aider les autres. Et ça me fait du bien. Alors, eux, les jeunes avaient toujours l'impression de savoir exactement quoi faire pour aider d'autres jeunes. Puis en soi, ça pouvait faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Et tout ça amenait aux différentes conséquences que je vous ai présentées dans la diapo précédente. Et on peut voir là qu'il pouvait avoir différents liens. Donc, exemple, la personne qui s'est dévoilée, mais ça pouvait avoir comme effet qu'elle obtienne de l'aide. La personne qui s'est distrait, ben, peut-être qu'elle a eu un soulagement temporaire à ce moment-là, ça a diminué. Donc, il pouvait avoir différents niveaux de conséquences. Alors maintenant qu'on a exploré un peu toutes les tics qui sont utilisées par les jeunes, on a vu un peu leur processus, les stratégies qu'ils utilisent. Reste à savoir comment qu'on peut aider les jeunes à risque de suicide en ligne et comment qu'on peut promouvoir la recherche d'aide auprès d'eux. Un autre vrai ou faux. Donc, vrai ou faux. Parler de suicide en ligne à un jeune qui pense au suicide peut lui donner l'idée de passer à l'acte. OK, alors on a faux à 70%, vrai à 30%. Alors, parler de suicide à un jeune en ligne, à un jeune qui pense au suicide, la réponse c'est faux. Il faut vraiment, il est recommandé de toujours poser directement la question au jeune s'il a des idées suicidaires, s'il a pensé se faire du mal ou s'en prendre à sa vie. Parce que les études démontrent que de parler de suicide à un jeune qui a des idées suicidaires n'augmente pas le risque de passage à l'acte. Bien au contraire, ça lui permet de soulager, ça peut l'aider à soulager sa détresse qui est derrière ses idées suicidaires et ça peut même diminuer le risque de passage à l'acte. Un autre vrai ou faux. Vous êtes bon à date, la majorité a un score de 100%. Vrai ou faux? Je suis bon. J'ai passé trop vite. Oui. Alors, lorsqu'un jeune émet des propos suicidaires inquiétants en ligne, il est préférable de lui répondre en privé que sur un post public. OK. Alors, la majorité a dit à 80% vrai, un 20% environ faux. Et la réponse est vraie. Je suis contente, je sais qu'il y a beaucoup de centres de prévention dans la salle, de prévention du suicide dans la salle, ça paraît, des experts. Alors, j'ai passé trop vite. Désolée sur ma slide. OK. Alors, oui, c'est vrai. Il est recommandé de toujours répondre en privé, bien sûr, si c'est possible. Parce que si c'est un post public et que c'est notre seule option, on va l'écrire sur le post public.
Mais c'est recommandé de l'écrire en privé pour différentes raisons. Donc, pour avoir une approche qui est beaucoup plus personnalisée avec le jeune, on veut qu'il sente qu'on s'inquiète vraiment pour lui, qu'on veut l'aider et qu'on veut voir avec lui là, quels sont les meilleurs moyens pour l'aider. Mais aussi, en répondant sur un post public, il peut y avoir d'autres jeunes ou d'autres personnes qui peuvent se mêler à la conversation et qui peuvent même aller à contresens de nos interventions. Donc là, ça peut rendre, complexifier là, l'échange avec le jeune et même peut-être entraver l'aide qu'on souhaite apporter aux jeunes. Et dans le fond, c'est qu'on va, si c'est à la fois public et privé, si j'ai bien compris, on va répondre aux deux. Puis souvent, ce qu'on va faire sur le post public, c'est dire aux jeunes qu'on va lui répondre en privé pour qu'il y en a qui voient aussi qu'il y a une intervention qui se fait en privé. Si on voit qu'il y a des propos nuisibles ou des échanges, on peut intervenir sur d'autres aspects publiquement si on voit qu'il y a un impact sur les autres jeunes qui peuvent le lire. Par contre, pour ce jeune-là en question, c'est vraiment recommandé là, de répondre en privé pour lui venir en aide. Le dernier, vrai ou faux? Oh non, il en reste deux. Oui. Alors, un jeune qui menace en ligne à répétition de se suicider le fait seulement pour attirer l'attention. Et c'est presque à l'unanimité ici, alors avec 99% qui disent que c'est faux. Et c'est effectivement faux. Je suis contente de voir ça. La recherche d'attention, l'attention peut être une façon de demander de l'aide. La souffrance derrière cette demande d'attention est vraiment réelle. Et il faut vraiment toujours écouter ceux qui menacent ou ceux qui tentent de chercher de l'attention parce que derrière leurs paroles, il y a une souffrance, il y a un besoin qui est non comblé, il y a un message. Donc, toute expression d'idée ou de pensée suicidaire doit vraiment être prise au sérieux. Et enfin, dernière question. Vrai ou faux, questionner les adolescents sur leurs idées suicidaires en ligne peut les offenser et les irriter davantage. Parfois, il est mieux de ne rien dire que d'empirer la situation. Et la grande majorité a dit faux. Bravo. Donc, 100% pour les vrais ou faux. Et c'est effectivement faux. Il est toujours mieux de dire quelque chose que de ne rien dire. C'est important aussi de poser la question directement. Des fois, on peut se demander comment poser la question ou comment parler de suicide. Il y a d'ailleurs une page sur le site de la QPS qui contient des outils intéressants pour vous aider à poser les questions puis à parler de suicide. Et c'est toujours mieux de tenter d'aider la personne que de rien faire. Enfin, parler de suicide en ligne, les principales recommandations. Donc, je vais faire un petit topo en conclusion. Donc, les recommandations principales avec le jeune. Donc, d'abord, c'est important de ne pas ignorer un appel à l'aide, de toujours tendre la main à un jeune qui exprime une détresse, qui exprime une souffrance, qui exprime ses idées suicidaires. On veut vraiment lui montrer qu'on veut l'aider, souhaite l'accompagner. Parfois, ça peut être difficile. Il y a certains jeunes qui peuvent être irritables. On sait qu'avec les symptômes de dépression, des fois, ça peut faire ressortir cette irritabilité. Si c'est le cas, ne pas le prendre personnel, mais vraiment voir le jeune comme étant souffrant et toujours en lui rappelant qu'on est là pour lui, qu'on veut l'aider, que cette personne est importante pour nous. Opter pour une approche réflexive. Alors, le but n'est pas de culpabiliser le jeune ou de le moraliser, mais d'explorer un peu avec lui c'est quoi les alternatives, qu'est-ce qu'il peut avoir comme, comment peut-il chercher de l'aide? Est-ce qu'il connaît toutes les ressources? On peut lui offrir d'autres ressources, on peut lui partager des expériences positives de personnes qui s'en sont sorties, mais vraiment l'aider à réfléchir sur comment il peut s'aider lui-même et non le moraliser, lui dire quoi faire. Opter pour une approche plus personnalisée, donc vraiment privilégier le contact privé par l'éthique. Si le jeune a choisi l'éthique, sûrement il se sent plus à l'aise par l'éthique, donc respecter ce choix-là, mais quand même lui offrir la possibilité de l'appeler si c'est quelqu'un que vous connaissez. Si c'est sur Facebook, par exemple, vous connaissez la personne, bien, vous pouvez toujours lui dire « Est-ce que tu aimerais que je t'appelle? Est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre? » Peut-être que le jeune va préférer rester par l'éthique, puis c'est important de respecter ce choix-là et de garder cette communication ouverte, mais de lui offrir plus d'une option.
Ensuite, d'orienter vers les ressources. J'ai mis ici le 1866 appel, tel jeune et l'urgence. C'est important aussi, je sais, j'ai vu à quelques reprises le partage de ressources qui ne sont pas nécessairement accessibles au Québec. Donc, c'est bien important quand vous partagez des ressources. Je sais que l'intention était très bonne là, derrière le message, mais de s'assurer que ces ressources-là, pas qu'ils existent, mais qui sont accessibles au Québec. Testez-les, vérifiez si le lien fonctionne aussi là, pour bien orienter les personnes. Sur Facebook, entre autres, mais aussi sur d'autres plateformes, il y a possibilité de rapporter un contenu à propos de la connotation suicidaire. Donc, vous pouvez rapporter le contenu, mais je vous encourage de ne pas vous en tenir qu'à ça, de rapporter le contenu, mais aussi d'envoyer des ressources à la personne, puis de communiquer avec la personne aussi. Et bien sûr, de faire un suivi. Si vous lui avez parlé, ça semble aller mieux, de vérifier auprès de cette personne-là s'il va mieux ou si... voilà. Et si aussi le jeune, si vous le connaissez puis est en état d'urgence, j'ai mentionné l'urgence, le 911, et vous êtes vraiment inquiet par rapport à sa sécurité, si vous connaissez son entourage, je vous encourage à contacter son entourage pour s'assurer qu'il est en sécurité et de ne pas avoir peur de faire appel au 911 là, pour le protéger. Ensuite, parler de suicide en ligne en général, c'est important de choisir un langage qui est approprié. Il y a des balises intéressantes. Là, c'est le lien que je vous mentionnais tout à l'heure sur le site de la QPS. Il y a des balises intéressantes sur comment partager entre autres des nouvelles en lien avec le suicide, comment mettre le lien vers des ressources, comment utiliser le bon langage. Encourager la recherche d'aide. Donc, on veut promouvoir là, la recherche d'aide, partager des histoires de succès, de gens qui s'en sont sortis, transmettre de l'espoir, éviter de glorifier le suicide aussi, de le présenter de façon respectueuse et éviter tout ce qui est stigmatisation, éviter tout ce qui est jugement envers ces personnes-là. Et peut-être une dernière chose aussi qu'il y avait avec le jeune, dans les recommandations avec le jeune, je vous encourage aussi à utiliser à adapter le plan de sécurité pour haute technologie de l'information et des communications. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan de sécurité, il y a un webinaire très intéressant de Réal Labelle qui est accessible gratuitement, entre autres, sur le site du CRISE. Pour ceux qui l'utilisent, parce que je sais qu'il y a plusieurs intervenants que ça fait partie de leurs outils de travail, le plan de sécurité. Je vous encourage à l'adapter de façon à intégrer comment les jeunes peuvent utiliser l'éthique. Exemple, les stratégies qu'on a vues, se distraire, ça peut être une stratégie lorsque le jeune va pas bien. On peut l'encourager à dire, moi, ça m'aide quand je vais voir les fameuses vidéos de chat, par exemple. On peut l'intégrer comme distraction. Mais à l'inverse, peut-être que d'aller sur les réseaux sociaux, il y a du contenu sur Facebook qui le nuit plus que d'autres choses ou qui augmente les idées suicidaires. Alors, on peut encourager le jeune, mais quand ça arrive, de prendre une pause des réseaux sociaux pour un certain temps ou même de cacher certains contenus parce que, entre autres sur Facebook, il y a moyen là, d'arrêter un suivi de certains contenus. Et ça existe pour d'autres plateformes également. Donc, de vérifier avec lui si c'est des choses qui sont possibles, toujours pour assurer sa sécurité. Donc, c'est une façon d'adapter l'intervention. Finalement, en conclusion, j'aimerais revenir sur le fait que les tics sont très présents chez les jeunes. Ça fait partie de leur vie de tous les jours. Leur réseau social réel et virtuel sont très confondus maintenant. Donc, c'est important de ne pas faire l'autruche, surtout comme intervenant, de vraiment rester à l'affût des dernières technologies, mais de ne pas avoir peur à s'intéresser à l'utilisation des technologies faites par les jeunes, même si on n'est pas très à l'aise avec la technologie. Question juste d'explorer avec eux, de voir comment qu'ils s'y prennent, puis d'émettre des recommandations, puis de les aider à travers tout ça à trouver des sources qui leur sont aidantes. Je pense qu'il est vraiment de mise. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier énormément pour votre attention et on va ouvrir la période de questions. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Merci. Pour commencer, peut-être rappeler les ressources en ligne auxquelles on peut diriger les gens si on voit qu'un jeune a des problèmes sur Internet. Oui. Et rajouter aussi Jeunesse J'écoute en plus de téléphone. Oui, tout à fait. Alors, il y a, on me dit de préciser les ressources. Donc, les sites Internet, il y a Jeunesse J'écoute évidemment, Jeunesse J'écoute, tel jeune.
Tel Jeune et l'Association québécoise de prévention du suicide sont tous des bonnes ressources là, à orienter les jeunes. Si vous voulez, je pourrais même vous partager là, les liens Internet si jamais il y en a qui les demandent, ça va me faire plaisir. Alors, on me demande si les avantages d'une bonne recherche d'aide en ligne qui ont été mentionnés à la diapo 8, je pourrais peut-être ramener la diapo. Ça va peut-être si c'est les mêmes qui sont exprimés par les participants. Alors, oui, pour la compréhension du problème, la recherche de ressources d'aide, je dirais qu'à travers mes rencontres avec les jeunes, je trouve que les TIC ont eu une influence sur le fait qu'ils sont allés chercher de l'aide. Donc, ça les a aidés, des fois directement, des fois indirectement, quand on pense à la jeune qui s'est exprimée sur Facebook lors de sa tentative. Donc, elle a quand même abouti à obtenir de l'aide, même si c'était pas directement. Mais oui, il y a un lien à faire, effectivement. Ah, merci. Donc, Mme Catherine Rioux nous rappelle que sur l'aqps.info, oui, aqps.info, il y a toutes les ressources disponibles. Merci, Mme Rioux. Si j'ai d'autres recherches dans le même type. Oui, actuellement, en début de développement, donc je collabore à une revue de la littérature là, sur l'utilisation des technologies en collaboration avec l'AQPS et d'autres chercheurs ici aux crises sur les technologies en prévention du suicide. Et j'ai d'autres projets qui sont à venir, mais qui sont un peu tôt dans l'élaboration, donc je ne veux pas vous préciser les sujets, mais oui, c'est à venir. J'en ai quelques-uns de prévus. Alors, la directivité, on parle de directivité avec l'éthique. Donc, comment être plus directif en utilisant l'éthique quand on communique avec les jeunes. Je n'ai pas de données probantes qui a parlé spécifiquement de ça, mais à travers ce que j'ai lu et ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est vraiment d'y aller avec une approche de pas trop directive envers les jeunes. Donc, d'envoyer les ressources, de leur partager les ressources, de leur dire qu'on est inquiet pour eux. C'est sûr qu'il y a différents contextes aussi. Si on connaît le jeune ou si on ne le connaît pas, puis c'est un peu de façon anonyme. Quand on connaît le jeune, mais c'est d'essayer de voir avec le réseau aussi. Si on est très, très inquiet d'impliquer le réseau du jeune, si on ne le connaît pas, mais c'est vraiment de leur préciser qu'on est très inquiet pour eux, qu'on encourage qu'ils aillent chercher de l'aide et de contacter le 911 si on est très, très inquiet. Je sais qu'ils ont des moyens des fois de retrouver ces jeunes-là à travers des adresses. Ça, je ne connais pas là, au niveau technologique, mais je sais qu'il y a des moyens là, pour les repérer. Mais alors, en gros, c'est ce que je disais. Oui, s'il y a des signaux, dans les études que j'ai lues, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les jeunes ont tendance à en parler assez directement par l'éthique. Fait qu'ils vont parler directement d'idées suicidaires, de pas aller bien, d'avoir I feel like dying, j'ai envie de mourir. Alors, c'est quand même des mots-clés qui sont évidents, mais et qui peuvent être facilement repérables. Tout signe aussi de détresse, qui ne vont pas bien, qui sont découragés, désespoir, c'est tous des moyens d'exprimer une certaine souffrance. Si vous hésitez aussi, il y a des propos que vous n'êtes pas sûr, moi je vous encourage fortement à juste demander aux jeunes qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que j'aurais raison de m'inquiéter pour toi? La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications ou des inconvénients à utiliser l'éthique dans le domaine de la prévention chez les jeunes, selon toi? Il y aurait des inconvénients à utiliser l'éthique. Moi, je pense que c'est sûr que, comme toute chose, il y a des dangers, surtout avec une clientèle suicidaire. Il y a toujours des risques, mais je pense qu'il y a une clientèle qui se retrouve par l'éthique, qui ne se retrouve pas dans nos services.
puis que je pense que c'est important de s'ouvrir à eux et de faire son possible là, pour aller les rejoindre. Donc, j'irais dans ce sens-là. La noyade émotive, ça avait été mentionné par un participant en particulier, mais c'était formulé un peu différemment. Donc, excusez, je vais reprendre la question. La noyade émotive, comment j'ai identifié cet aspect-là dans mon étude? Ça a été rapporté initialement par un jeune, mais c'est quelque chose qui avait été rapporté dans des mots différents par tous les jeunes. Donc, ils sentaient là, qui avaient trop d'émotions négatives, qui étaient envahis par leurs idées suicidaires, puis qui ne savaient plus comment s'en sortir, et ce qui les portait à aller attraper un peu n'importe qu'est-ce qui se trouve autour d'eux là, pour se sortir de cette noyade-là. Alors, ça met fin à la période de questions. Je vous remercie encore et restez à l'affût pour les prochains webinaires.